Bonjour à tous. Donc, je suis Cécile Dupuis, océanographe à l'IRD. Voilà, et donc je vais vous présenter qu'est-ce que c'est la couleur de l'eau, ici dans notre cas la couleur de l'océan, et les résultats de la première campagne au sud de Fidji que nous avons réalisée, qui s'appelle Sokowaza. Sokowaza, ça veut dire aller à la mer en bateau, en langage fidjien. Et donc c'est une étude sur la santé des écosystèmes marins. Donc c'est un travail qui a été réalisé avec de nombreux collègues qui sont énumérés là, des étudiants de thèse fidjiens, Andra Whiteside par exemple, des collègues de France et des États-Unis qui sont même dans la salle pour certains. Donc nous sommes d'un laboratoire qui s'appelle le MIO, Mediterranean Institute of Oceanography, qui dépend de Aix-Marseille Université et Université de Toulon, CNRS INSU. Mon collègue fidjien est donc basé à l'Université du Pacifique Sud, sur le campus de Lower Salabay, pour ceux qui connaissent, à Suva. Et nous avons un éminent collègue calédonien qui travaille et vit à la Scripps, qui est ici, qui pourra répondre à vos questions concernant tout ce qui est optique marine. Donc voilà, en haut vous avez les organismes qui ont participé au travail. Alcimar, c'est la boîte qui a construit le glider. Et nous avons eu l'aide de la JAXA, qui est l'agence spatiale japonaise, de la Scripps, et voilà, d'un projet Nexus. Donc ces partenariats franco-fidjiens ont commencé dans les années 2000, mais je les ai un petit peu réanimés en 2016 avec des thèses. La thèse de Chloé Martias, une étudiante calédonienne, sur l'eau Salabé. Une autre thèse en 2018, vous voyez Timothy Koliyavu qui est là-bas, au laboratoire à Fidji. Et enfin une thèse de Andra Whiteside, mon étudiante actuelle de Fidji, qui est venue en Calédonie, là, visiter le centre Djibaou. Donc il y a déjà plein d'articles publiés en commun, et ça c'est quand même très, très nouveau. Alors ce projet, en fait, on a commencé en 2017 avec un projet financé par le Fonds Pacifique, qui était dédié à l'utilisation de la couleur de l'eau par satellite pour étudier les effets d'île dans le Pacifique. Puis nous avons le projet GLIFI, qui veut dire Glider à Fidji, et la campagne Sokowaza, qui vient de se réaliser alors qu'elle avait été prévue en 2019, mais avec le Covid, on a eu 3 ans de retard. Et enfin, tout ça débouche sur un projet européen très financé par l'Europe pour faire de la recherche et de l'innovation pour les pays du Pacifique Sud, innovation dédiée à contrer les impacts du changement climatique. Alors c'est un petit peu pour toutes ces raisons que je suis moi-même basée à Suva et j'y retourne samedi matin pour toute l'année. Alors la question scientifique que nous nous posons dans le Pacifique tropical sud-ouest. Donc ici c'est une image satellite de la chlorophylle de surface qui est le pigment principal du phytoplancton. Vous voyez ici Nouvelle-Calédonie, Vanuatu, Fidji, et l'océan, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'est vraiment pas bleu. Il y a ce qu'on appelle des floraisons de phytoplancton, surtout en été, et on se pose des questions. Ce phytoplancton, pourquoi il se développe à ce moment-là et là, pourquoi? Donc quels sont les facteurs qui contrôlent ces enrichissements en chlorophylle? Alors il y a plusieurs effets qui ont été avancés. Tous ne sont pas encore identifiés. Il y a les effets d'île, l'effet mécanique des courants autour des îles. Il y a l'impact des rivières côtières, et ça c'est vrai vraiment à Fidji parce qu'il y a des énormes rivières qui vont envoyer des particules et de la matière organique dissoute qui pourraient enrichir le phytoplancton. Et puis il y a aussi le fer des volcans sous-marins. On sait qu'il y a un géologue ici spécialisé, il y a beaucoup de géologues ici qui pourront nous confirmer qu'il y a beaucoup de fer qui est émis par les volcans sous-marins, qui est très favorable au phytoplancton. Il y a aussi les coraux. Il y a des coraux, ici c'est le plateau corallien fidjien. Tous ces coraux peuvent aussi aider le phytoplancton à pousser. Et enfin, il y a aussi des floraisons de Trichodesmium en été, et c'est probablement ça ici. Ça c'est une algue un peu particulière
qui est assez extraordinaire, qui fait des marées rouges comme ça dans le Pacifique, même autour de la Calédonie très fréquemment. Donc, pour revenir au projet Glyphi, en fait, on s'intéresse à cette zone-là parce que ici, il y a beaucoup de pêche, et donc les Fidjiens sont intéressés de comprendre ce qui se passe au sud de Fidji. Et donc, on voulait déterminer l'extension et la nature des panaches par l'acquisition de données optiques et biologiques, in situ et satellites, donc au cours de cette campagne. Alors pourquoi mesurer la concentration et identifier les sources de la matière organique dissoute colorée? Alors ça, je vais en parler un petit peu tout à l'heure. Il y a, donc c'est un grand réservoir de carbone, on va en reparler. Il y a aussi des particules en suspension qui sortent de la rivière Rewa ici. Et enfin, on voulait savoir si les trichodesmiums étaient responsables aussi de ces enrichissements. Alors, ça, c'est le transparent un peu ardu. La matière organique dissoute colorée, nous, on ne la voit pas. Elle absorbe dans les UV. C'est du carbone qui passe à travers un filtre 0,2 ou 0,7 microns. Donc, c'est vraiment des grosses molécules. Et elle représente quand même 700 gigatonnes de carbone. C'est équivalent au CO2 atmosphérique. Donc, dans l'océan, il y a du carbone sous forme dissoute. Et vraiment, c'est un piégeage de carbone auquel personne ne pense, en fait. Et c'est vraiment important. Et à l'origine de cette matière organique dissoute marine, on retrouve le phytoplancton, les algues qui croissent dans l'océan et qui vont se dégrader et produire de la matière organique en permanence. Donc il y a une espèce de boucle comme ça qui se crée. Et alors ça, c'est dans l'océan, mais à la côte, il y a bien d'autres sources de MOD qui sont très importantes, donc justement des rivières ou bien des apports atmosphériques, des pollutions, etc. Donc une partie de la matière organique dissoute absorbe dans l'UV bleu. Et ça, c'est vraiment important parce que finalement, dans l'océan, s'il n'y avait pas cette matière organique dissoute colorée, eh bien, on aurait des effets létaux des UV sur le phytoplancton et aussi sur les coraux. Et c'est ce qui se passe souvent lorsqu'il y a un blanchissement de corail. C'est pas seulement la température, mais ça peut être aussi des forts rayonnements UV. D'où l'intérêt de la comprendre, de l'analyser. Ce transparent, donc, c'est comment on va identifier les concentrations de chlorophylle, de MODC et de turbidité par satellite. Donc, dans l'eau de mer, l'océan n'est pas du tout que du sel et de l'eau. Hein. Il y a cette fameuse MODC, il y a la chlorophylle du phytoplancton, et puis il y a des matières en suspension à la côte. Et ces trois composantes, en fait, ils ont des propriétés optiques bien différentes qui se conjuguent pour former ce qu'on appelle la réflectance, la couleur de l'eau, que le satellite, lui, va mesurer. C'est passif. Hein. Il y a le soleil qui éclaire l'océan, les particules diffusent et absorbent, et le signal remonte au satellite. Et ce satellite, vous allez voir les images que ça produit. C'est vraiment intéressant parce que ça couvre tout l'océan tous les jours. Hein. C'est comme un satellite météo, mais au lieu d'avoir les nuages et la mer, vous avez la couleur de la mer. Alors ça, les physiciens, ils ont développé des méthodes en combinant des canaux satellites pour estimer de façon très précise ces trois composants. Donc le satellite, il va vous fournir des cartes tous les jours de ces trois composants. Et ça va vraiment nous aider à comprendre ce qui se passe dans les zones côtières. Alors, vous connaissez, ce satellite, il défile tous les jours. Il arrive tous les jours à midi au-dessus de la Calédonie ou de Fidji et il fait des images dans différents canaux. C'est comme si vous aviez 13 photos en même temps, dans un canal bleu, vert, jaune, violet. Et donc, il image la Terre comme ça. Toute la Terre est couverte en une journée. Donc, forcément, les chercheurs se sont dit, bon, on va enfin tout comprendre avec un satellite. On va comprendre les changements de couleur de l'eau. Est-ce que c'est lié aux cyclones, au changement de l'environnement, etc. Et donc, on va pouvoir, grâce à ce satellite, avoir des estimations assez précises des composants. Alors, une autre façon de mesurer la matière organique dissoute colorée, eh bien, c'est au laboratoire. On a ce qu'on appelle un spectrofluorimètre qui on va mettre le petit échantillon d'eau de mer filtrée. Tout simplement, on le filtre sur 0,2 microns, on le met dans la boîte ici,
Et le spectro, il lui envoie de la lumière de 200 à 500 nanomètres. Ça, c'est la lumière d'excitation. Et il y a un petit faisceau il va récupérer le signal émis par ce petit échantillon d'eau. Et donc, on va avoir une cartographie qu'on appelle une cartographie excitation-émission, hein, ici, et qui va définir des fluorophores. Un fluorophore, c'est simplement un nom qu'on donne aux composés dissous qui sont représentés ici. Vous voyez ici qu'il y a des bulles. Là, il y a une bulle qui s'appelle A, et donc ça, on l'appelle l'humique A. Là, il y a une bulle qui s'appelle C, et ça, c'est un échantillon côtier typique qu'on retrouve dans le monde entier. Hein. Donc, il y a beaucoup de chercheurs qui ont des espèces de bibliothèques de cartographie de la MODC. Dans le milieu marin, c'est un peu plus simple. Il n'y a plus ces gros fluorophores-là. Il y en a d'autres qu'on appelle des A et des T. Et alors, ce qui est intéressant, c'est bien de faire ça au laboratoire, mais il faut aller chercher l'eau, il faut la filtrer, il faut la ramener, etc. Alors que si on avait un mini fluorimètre qui mesurait directement l'excitation-émission de ce composé-là et là, on serait content. Surtout si ce mini fluorimètre, il était sur un instrument qui va faire le tour de l'océan, par exemple. Et c'est exactement ce qui a été développé par les laboratoires MIO et autres. Ça, c'est un mini fluorimètre. Ici, vous avez les deux fenêtres qui permettent d'exciter l'eau de mer. Et là, c'est les deux petites fenêtres qui récupèrent l'émission de la fluorescence. Et ça, ce petit mini fluorimètre, il est inclus dans le corps du glider, dont on va parler tout à l'heure. Donc le glider, il va se promener. Et puis, l'eau va passer à travers ce capuchon. Bien sûr, tout se fait dans le noir, hein, c'est important. L'eau va être excitée et on va avoir des réponses que l'on cherche en temps réel, puisque le glider, lui, il a un système d'envoi des données en permanence toutes les 6 secondes. Voilà, donc je passe un peu sur les détails techniques pour ceux qui s'intéressent. Voilà comment c'est installé. Donc ici, le glider, il y a d'abord une petite CTD, ce qu'on appelle une CTD, qui mesure température, salinité, oxygène. Donc on a tous les paramètres physiques de l'eau qui passent. Et ici, il y a un autre instrument qui s'achète, qui mesure la fluorescence de la chlorophylle, la fluorescence de la MODC et la turbidité. Et voilà les deux capteurs qui ont été développés au laboratoire par une personne qui est ici justement, qui ciblent des composés, les fluorophores, très intéressants, dont l'un par exemple, en fait il ressemble beaucoup à du pétrole. Du coup, ces gliders sont extrêmement utilisés pour la détection des pétroles, soit des fuites, soit au contraire des sources. Alors voilà à quoi ça ressemble le tryptophane par exemple. C'est une grosse, c'est une molécule, mais voilà d'origine biologique. Le phénanthène, c'en est un autre. On les connaît ceux-là. Hein. Ceux-là, c'est lui qui ressemble à du pétrole, donc il est vraiment intéressant celui-là. C'est des composés dissous qu'on va retrouver. Et donc ça, c'est les composés cibles du capteur de la triplette, chlorophylle, MODC et quantité de particules. Donc ce petit glider, il va nous donner toutes les informations optiques dont on a besoin pour interpréter les images satellites. Alors la campagne maintenant, quelques résultats à chaud, hein. Les moyens qu'on a mis en œuvre pour ce projet SOCOASA. Eh bien, on utilise des satellites. Alors celui-là, je vous l'ai déjà montré, on a tous les jours, mais le pixel est très gros, vous voyez, pas très précis. Par contre, ceux-là, c'est ce qu'on appelle un satellite haute résolution. Et là, on commence à voir vraiment des détails extraordinaires. La barrière corallienne de Suva, le lagon de Suva, là, il y a l'université, j'habite là d'ailleurs. Et alors, on voit des panaches se développer. Et ces panaches, en fait, ils sont en connexion directe avec la grande rivière Ewa. Ces panaches-là, on les voit un petit peu ici, mais vous voyez, pas très précis. Donc, soit on veut des images tous les jours, soit on veut des très belles images, mais une fois par mois. C'est à choisir. Il faut les deux. Les deux sont intéressants. Donc ça, c'est le Naviralis que vous voyez souvent à quai, au quai des scientifiques. Et c'est un 28 mètres construit en Bretagne et qui roule pas mal quand même, pour vous le dire. Ici, nous avons une personne qui l'a utilisé. Il y a 3 personnes qui ont vécu 17 jours sur ce petit bateau. C'est pas évident. Il y a 13 personnes d'équipage et nous, on est 6. Ça fait quand même pas mal de monde qui se croise dans une coursive d'1 mètre de large. Mais bon, voilà. Il faut aller le visiter. Il termine sa fin de vie, c'est décembre.
allez le voir, vous pouvez demander à le visiter. Hein. Alors là, on prend l'eau de 0 à 300 mètres avec ce qu'on appelle une CTD rosette. Peut-être certains le connaissent cet instrument. Vous avez 12 bouteilles de 12 litres qui se ferment automatiquement, qu'on décide de fermer à certaines profondeurs. Et donc ça nous donne, alors là c'est important, on aura des échantillons d'eau qu'on va passer au spectrofluorémètre, qu'on va analyser, qu'on va récupérer, filtrer. Ça c'est en station. Et le glider, alors lui c'est un planeur sous-marin qui fait la couche 0-300 mètres. Alors comment il fonctionne? Eh bien on le met à l'eau avec un petit zodiaque, vous verrez. Il a une balise GPS parce qu'il est suivi en permanence, bien sûr. C'est un instrument qui vaut 200 000 € quand même avec les capteurs. Donc on n'a pas intérêt à le perdre. Et son ballast va se changer de densité, donc il va couler tout simplement. Et après on lui fait changer sa densité de ballast pour qu'il remonte tout seul. Et donc il va faire des oscillations comme ça. Il met 3 heures à peu près pour faire ce V, ce yo. Et pendant ce temps-là, toutes les 6 secondes, il mesure tous les capteurs, toutes les composants que je vous ai montrés. Donc c'est quand même intéressant, et alors que nous, on est obligé de descendre ça a une demi-heure de descente, remonter, filtrer, récupérer l'eau, etc. Les deux sont intéressants. Hein. Alors pour revenir à la campagne, on est revenu le 5 avril, 2 jours avant la date prévue à cause du cyclone Philly. On n'avait pas du tout envie d'arriver avec un cyclone. Donc on a un petit peu écourté la campagne quand même. Alors vous voyez l'île de Kandavu, avec son magnifique lagon corallien qui s'appelle le récif de l'Astrolabe, qui est extraordinaire, il paraît. Et là c'est Benga, et là c'est le sud Fidji avec l'Osalabé. Alors vous voyez en noir les trajets du bateau, à peu près, avec les stations. On va les montrer plus précisément. Et ici, donc, on a mis le glider à l'eau à l'abri de ce récif parce qu'on va utiliser un zodiaque, comme on va le voir. Donc il fallait vraiment un jour de calme, et on a attendu le premier jour de calme pour mettre le glider à l'eau. Et le glider, il est parti par là, en 2 jours et demi. Je vais vous montrer un petit peu les résultats de l'aller et du retour. Et pendant ce temps-là, nous faisions nos stations de 6 h du matin à 5 h de l'après-midi. Il faut dire que c'est la première campagne côtière dans cet endroit-là. Alors, une jolie carte Google Maps avec nos stations, où on descend la CTD, c'est long, on prend l'eau, on filtre, etc. Et le trajet glider, c'était justement comme ça, entre la 11 et la 19. Pendant ce temps-là, les étudiants fidjiens, ils ne sont pas restés inactifs, ils étaient dans le lagon de l'Osalabé, et ils faisaient les mêmes mesures que nous, avec un petit bateau de 8 mètres. Ce qui fait qu'on va pouvoir avoir la continuité des mesures entre le lagon de Suva et l'océan du large. Ça, c'est la première fois que ça se fait. Donc ça, c'est nous en train de prélever l'eau, et vous voyez, on remplit des milliers de bouteilles. Et ces bouteilles, on les filtre après de façon automatique. Hein, on s'en va manger, parce qu'on ne va pas attendre que ça filtre. Hein. Ça prend à peu près une demi-heure pour filtrer tout ça. Et là, on va mesurer toutes ces choses, les pigments, la quantité de phytoplancton à l'intérieur de l'eau, la turbidité. On fait aussi des traits de zooplancton et on mesure la production primaire et la fixation d'azote. Tout ça, c'est à partir de l'eau prélevée sur la CTD. Et on fait aussi des mesures de couleur de l'eau in situ. Alors, il y a des spécialistes dans la salle. Ici, c'est, vous voyez le bateau, là, et on laisse dériver un cadre en PVC construit par nous-mêmes. Et là, il y a un radiomètre qui mesure la couleur de l'eau. C'est-à-dire que le radiomètre, il pointe l'océan et donc il mesure l'éclairement qui remonte. Et cela dans toutes les longueurs d'onde, de 300 à 700. C'est un instrument prêté par la JAXA depuis à peu près 10 ans. La JAXA, oui, c'est l'agence spatiale japonaise qui est très intéressée par ces mesures. On a eu aussi un satlantique, c'est une espèce d'obus qu'on va descendre, qui va faire un profil de 0 à 150 mètres. Et qui va aussi mesurer l'éclairement de 300 à 700 nanomètres. Donc ça, c'est des mesures directes de couleur de l'eau. J'ai aussi un instrument qui mesure la rétrodiffusion des particules à 6 canaux. Ces 2 instruments sont commandés du labo sec, vous voyez l'ordinateur qui commande la mesure, qui dit stop ou pas. Et là, on a quelqu'un qui filtre l'eau pour mesurer cette fameuse MODC au laboratoire. Tous les échantillons vont partir être analysés à Toulon et Marseille. Et donc, ça va prendre quelques mois d'analyse. Ça, c'est un exemple de couleur de l'eau mesurée par le TRIOS.
vous avez donc la longueur d'onde, la réflectance ici, c'est donc la lumière, la couleur de l'eau exactement. Une eau bleue, en fait, eh bien, sa réflectance est maximum dans le bleu, donc 400. Et ensuite, ça décroît. Par contre, une eau turbide, comme on a trouvé sur la côte, eh bien, elle a tendance à être un petit peu plus verte que les autres et elle n'est pas du tout bleue, elle est plutôt verte. Hein. Et puis une eau riche en chlorophylle, en vert, eh bien, c'est un mélange de l'impact de la chlorophylle, de la MODC sur le spectre. Donc ça, c'est des mesures directes du cadre que vous avez vu tout à l'heure. Et là, c'est l'image satellite de la campagne. Alors vous retrouvez Viti-Levu, Kandavu. En blanc, c'est les nuages, parce qu'il y a beaucoup de nuages dans le Pacifique. C'est très dur d'avoir des images claires. Et la gamme de chlorophylle est ici du bleu vers le rouge. Et le rouge, c'est une forte chlorophylle. Et donc, en fait, on voit que la chlorophylle, elle était très riche à la côte, ici, sur le plateau continental. Et donc, nos petites stations, là, vous voyez, on a donc pas mal de stations dans les eaux bleues, puis les dernières qui vont nous permettre de comprendre le signal optique et la biogéochimie des stations à la côte, ici. Vous avez vu les barrières coralliennes, ici, et le transect glider qui est ici. Là, c'est pour vous dire que les courants aussi sont mesurés sous la coque de la lisse, et donc les courants étaient plutôt dans ce sens-là pendant cette campagne. Et ça, c'est un collègue physicien qui nous les a donnés hier. Et en fait, le panache est collé à la côte, c'est peut-être parce qu'il y a des courants qui le poussent comme ça sur la côte. Le panache, il peut être beaucoup plus développé. Hein. Par exemple, en octobre 2020, vous voyez, il était beaucoup plus grand. J'ai reporté les stations, mais on n'y était pas en octobre. Hein. On n'a que les données satellites quand on n'est pas là. Mais donc, ce panache, il peut être beaucoup plus grand et puis même arriver ici. Et ça explique pourquoi toute cette chlorophylle, en fait, elle va vraiment provoquer de la pêche et de la croissance phytoplanctonique, puis zooplanctonique, puis de la ressource halieutique. Voilà. Et voilà. Alors là, on va passer au glider, qui est quand même l'instrument qui est arrivé de France. On l'a fait venir, il a mis 3 mois à arriver en bateau. Le dédouanement, je ne vous raconte pas tout ça, c'est compliqué. Et donc, on est obligé d'utiliser un petit zodiac qui est sur le toit de la lisse et qui descend. Et là, vous voyez Kandavu et le grand récif de l'Astrolabe, et le zodiac qui part mettre le glider à l'eau. Voilà, donc il est commandé, on connaît sa position en permanence. Vous allez voir comment. Je vais faire un petit film, si vous voulez bien. Il va vous montrer... non, voilà. Il va vous montrer la mise à l'eau du glider. Bon, c'est juste pour vous détendre un peu, parce que je pense que j'ai déjà beaucoup parlé. Donc les eaux de Fidji ne sont pas très bleues. D'abord parce qu'elles sont assez turbides finalement par rapport à celles de Nouvelle-Calédonie. Et puis alors des ciels chargés de nuages menaçants. C'est quand même à 17 sud et on sent vraiment la différence de climat. C'est très impressionnant. Donc le glider, là, il était parti à 3 km au nord. Et donc le Zodiac, on l'a vu partir, on ne le voyait presque plus, on le suivait aux jumelles. Et il est allé récupérer le glider tout à fait au nord de la position où on pensait qu'il était. En fait, la position nous est arrivée de Marseille. Marseille a dit « il est là ». Et on est parti, donc on a vu le Zodiac partir, ils sont partis tout au bout là-bas, au fond, là, et étaient là-bas. Voilà. Je ne sais plus, oui, c'est l'Est. J'en ai un autre petit film qui montre que ça s'est bien terminé quand même. Ouf, ça s'est quand même terminé. Hein. Ça s'est bien terminé, mais on a eu chaud. Hein. Voilà, le voilà. Là, on était quand même assez contents parce qu'il avait fait son aller-retour, ses 5 jours de transect. Et voilà, on était contents de le retrouver à bord. Bon, ça bouge un peu la lisse, hein, ça c'est pas évident. Voilà, donc là, on était vraiment heureux. Oui, là c'est moi qui filme, hein, c'est pas extraordinaire. Là c'est toute l'équipe.
Voilà, je reviens à la présentation. Et voilà, on arrive... voilà. Alors, les premiers résultats qui arrivent, donc vraiment avant-hier. Hein. Avant-hier. Voilà. Ça, c'est Alcemar qui nous envoie ça. C'est le transect donc, du glider qui a été mis à l'eau au récif de l'Astrolabe et qui a commencé à son petit trajet, là, ces petites ondulations. En 2 jours et demi, il est arrivé ici. Et là, eh bien, moi, j'aurais aimé qu'il aille plus loin, mais on m'a dit non. Pourquoi? Parce qu'il y a des canyons, là, ils ont eu très peur qu'il reste coincé. Donc, arrivé là, donc, eh bien, on l'a fait revenir. Voilà. Donc, il est revenu à son point de départ. Donc, ici, c'est un peu technique, c'est un peu petit, désolé. Vous voyez des V, là. Donc, vous voyez que toutes les 6 secondes, il acquiert des données quand il fait sa descente et sa remontée. Et donc, il est surveillé depuis Marseille la nuit et depuis la Lise le jour et inversement. Donc il est toujours suivi tout le temps en permanence hein, pendant son trajet. Et on peut aussi corriger un petit peu sa trajectoire. Quand il y a des courants trop forts qui le poussent, on arrive à le corriger un peu sa trajectoire. Et il communique seulement quand il arrive à la surface. Donc il envoie toutes les données d'un coup. Hop, voilà. Alors je vais vous présenter les premiers résultats de ce transect glider. Alors, la température de l'eau de 0 à 300 mètres. Alors, il a démarré son trajet le 27 mars. Il est arrivé à peu près ici au sud Fidji et après il est revenu. Donc ça, c'est vraiment l'aller et le retour. Donc ici, vous voyez que par exemple, la MODC, c'est très rigolo. Il y a des bulles comme ça dans la couche de surface. Voilà. Ici, vous voyez que la quantité de particules, elle est très forte de 0 à 100 mètres, avec des couches rouges, un peu plus épaisses. Alors là, si vous vous souvenez, ici on est bien au sud de Fidji, dans le panache. Donc vous voyez que le panache, il est quand même bien détecté par le glider. Et là, en profondeur, eh bien, c'est le phytoplancton. Alors le phytoplancton, lui, il est coincé entre 60 et 90 mètres. Mais ici, il y a une petite remontée qui correspond à la partie sud de Fidji, le panache. Voilà un peu le genre de données qu'on a. Et ça, c'est les fluorophores spécifiques qui sont hyper intéressants. Ce fameux tryptophane, on voit bien qu'il y en avait beaucoup au début et puis dans le panache. Et le phénanthène, il est un petit peu plus en profondeur. Voilà. Donc tout ça, il va falloir qu'on analyse tous ces résultats. Hein. C'est vraiment à chaud là. Là, c'est un autre fluorophore. Madeleine pourra vous en parler plus. Vous vous souvenez qu'ici, c'est la partie corallienne, c'est bien le récif de l'Astrolabe. Et donc, on est très intéressé parce qu'il y a vraiment beaucoup de signal de ce fluorophore et c'est peut-être issu des coraux finalement, puisqu'après, on ne le retrouve plus. Et puis ici, bon, encore un autre, le Pyrène, avec des petites bursts de surface et puis une grosse couche superficielle. Donc vous imaginez, on a le satellite pour tout ce qui est surface, puis on a le glider pour tout ce qui est en dessous. On a l'impression d'avoir tout compris, presque. Voilà, c'est presque la fin. Donc ici, vous avez la Calédonie, Fidji, quelques images de la campagne. Vous voyez que les ciels sont très différents en Calédonie de là-bas. Et il faut savoir qu'on n'avait pas le droit d'accoster à cause du Covid à Fidji, contrairement à ce que j'avais prévu. J'avais prévu que les scientifiques prennent l'avion, prennent le bateau là, fassent la campagne et prennent l'avion du retour. Eh bien non, on nous a interdit, on nous a obligés à faire le transit, nous. On a fait 4 jours de transit aller, 4 jours de transit retour, pour une campagne de 9 jours. Ça, c'est la Commission nationale de la flotte côtière qui a imposé ça. C'était ça ou rien, j'ai dit ok. Et tout le monde, ceux qui sont là avec nous, ont accepté, et très gentiment, de passer 4 jours dans la cabine à rien faire, dormir et attendre que la mer se calme un petit peu. Voilà, donc ça c'est toute l'équipe. Moi, il y a Robert qui est là, Benjamin qui est là, qui est venu de France, Robert qui est venu des États-Unis, Céline, Najib qui est le monsieur glider, Martine qui est venu exprès aussi, et surtout Onej que je vais rejoindre la semaine prochaine. Là, c'est l'équipe à la fin de la campagne qui n'a pas trop souffert quand même. Ça va. On a quand même survécu, on était très bien nourris aussi, il faut le dire.
Et voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, eh bien on va y répondre. Et puis j'ai surtout, donc Robert Frouin, lève-toi, parce que quand même, des États-Unis, on est content. Tu sois venu. Benjamin Ursel, chimiste. Tu te lèves, lève. C'est un chimiste de choc qui a été remarquable à bord, levé à 5 heures, couché à 10 heures du soir. Il n'a pas été trop malade. J'avais vraiment peur que tout le monde soit au fond de la cabine. Ils ont été chocs. Christophe Chevillon connaît bien la Lys. Lève-toi. Tu as vécu aussi sur la Lys à Los Alabés. C'était plus calme peut-être. Oui, mais moi je travaillais dans les lagons. Voilà. Et il y avait les traversées quand même. Ouais. Et puis tu as oublié quelque chose d'important sur la Lys. Effectivement, il faisait beaucoup. Il fait aussi très froid à l'intérieur. Ah oui. Ils retournent dans l'équipage et mettent la clim. C'est vrai. Il fait 33 degrés dehors et 16 dedans. Et alors les lunettes sont bues, les téléphones claquent, et enfin, c'est assez spécial, c'est vrai. Quoi dire? Voilà, ben, je réponds à toutes vos questions.